Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission L'Index. Ce soir, nous allons parler d'abord de l'organisation de la francophonie. Nous allons parler aussi de ce renversement des situations par rapport à la question identitaire au PQ de François Élysée. Mais avant tout cela, bien évidemment, nous allons souligner, comme il se doit, le décès d'un grand leader mondial. Il s'agit bien évidemment, comme vous l'aurez déjà deviné, de Fidel Castro, grand révolutionnaire, qui était à la tête de Cuba pendant des décennies. La mort hier donc de Fidel Castro, c'est aussi la fin d'une certaine époque et d'un type de dirigeant qui est de plus en plus rare, pour ne pas dire, il était le dernier des Mohicans. Fidel Castro, il a surtout, il s'est distingué par sa résistance au grand Satan, à cet empire incroyable qui est l'Amérique. Et je vous rappelle que la crise mondiale, la crise des missiles, qui a failli plonger le monde carrément dans une troisième guerre mondiale, c'était à cause justement de Cuba, de Fidel Castro avec l'Union soviétique, qui avait installé des missiles dirigés vers les États-Unis, vers les grandes villes américaines surtout, à partir de Cuba. Cette résistance incroyable de Fidel Castro face à la puissance pratiquement infinie des États-Unis et l'acharnement des États-Unis contre ce petit pays, c'était vraiment David contre Goliath. Et il faut bien le dire, David a encore une fois réussi à dompter Goliath, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Bien évidemment, à Cuba, il y a eu des gains énormes en matière, par exemple, de santé, en matière d'éducation. C'est un bond prodigieux que
le pays a connu sous justement la houlette et sous la direction de Fidel Castro. C'est un pays qui est devenu par la suite un grand ami de tous les révolutionnaires de la Terre. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais Cuba est devenu un pays exportateur de médecins, d'enseignants, d'experts, d'ingénieurs dans un grand nombre de pays du tiers-monde, où ces médecins-là, ces ingénieurs-là, ces experts-là, justement se déplaçaient à titre de coopérants techniques pour aider les pays en voie de développement à se refaire une élite pour justement mieux s'occuper de la gestion de leur pays. Mais bien évidemment, Fidel Castro, ce n'est pas seulement du positif, il y a également beaucoup de problèmes, il y a surtout en matière de liberté, en matière de respect des droits de l'homme. Hier, si vous l'avez bien vu aussi, à Miami, en Floride, des centaines et des centaines de gens qui sont sortis dans la rue pour danser et célébrer la mort de ce monsieur qui, pour eux, représente la torture, l'injustice, la dictature, etc. D'ailleurs, même la sœur de Fidel Castro, qui était l'une des femmes les plus critiques à l'endroit du régime castriste, et a refusé d'aller assister aux funérailles de son frère, bien sûr en continuant à critiquer le régime et le système qui est toujours là, bien présent à Cuba. L'été dernier, comme beaucoup de Québécois et de Canadiens, j'étais à Cuba et j'ai pu constater comme ça de visu certains aspects de la vie des Cubains. Bien évidemment, il y a toujours énormément de pauvreté et d'ailleurs, il y a un système un peu aussi de caste et de classe. Déjà, au niveau de la monnaie, ils ont deux monnaies. Ils ont le pesos cubain. Il y a le pesos convertible. Le pesos convertible, c'est uniquement pour les touristes, donc pour ramener, d'ailleurs il coûte plus cher que le dollar américain, et c'est une manière de ramener un peu plus d'argent pour le pays, parce que le tourisme c'est pratiquement la seule source de revenus pour l'île de Cuba. Et je me rappelle qu'à un moment donné, avec le guide touristique qui nous accompagnait dans le bus, il demandait justement aux touristes québécois, il les incitait, il les encourageait à donner du type. Et il disait que, rappelez-vous, que le pourboire ici à Cuba, ce n'est pas pour boire, c'est pour vivre. Et ça vous montre un peu aussi les niveaux de pauvreté qui existent encore à Cuba. D'ailleurs, la différence entre le pesos convertible et le pesos qui est la monnaie du pays est énorme. Donc, quand vous donnez 3 pesos convertibles à un serveur ou à une femme de chambre, c'est comme si vous venez de lui donner un salaire d'un mois. Ça les aide énormément, bien évidemment, à vivre. Mais Cuba, c'est pas seulement cette pauvreté-là, c'est pas seulement cette fixation sur le tourisme, c'est aussi, comme je l'ai dit, un développement scientifique extraordinaire au niveau des universités. Dans le domaine de la musique et des arts, c'est aussi un pays extrêmement riche, avec une vitalité extraordinaire, avec de nombreux artistes qui sont très créateurs, qui sont restés bien évidemment très attachés à leur pays. Et il y a aussi la beauté de la Havane qui est extraordinaire. Et ça démontre aussi qu'un pays, même s'il a été sous embargo pendant très très longtemps et qui a souffert d'une déstabilisation politique à outrance menée par l'oncle Sam, la résistance de cet homme-là, elle est vraiment à saluer. Et pour les gens qui nous disent que oui, mais il y a une dictature, il faut comparer Cuba aussi avec les pays de la région. Il ne faut pas la comparer ni avec le Canada, ni avec l'Allemagne, ni avec les États-Unis, etc. Il faut justement la comparer à la République dominicaine, à Haïti, au Costa Rica et tous ces pays-là. Et ma foi, à ce niveau-là, Cuba est à des années-lumière dans le domaine du progrès social et la justice sociale aussi. C'est franchement quelque chose d'extraordinaire.
Bien évidemment, comme je l'ai dit, sur un plan strictement politique, il n'y a pas de liberté, c'est la dictature, c'est le parti unique, c'est la pensée unique, c'est bien évidemment aussi de la corruption, c'est les apparatchiks qui s'accaparent des richesses du pays, c'est des dépassements, c'est les passe-droits, c'est tous les vices qui existent dans la dictature, vous pouvez aussi les trouver à Cuba. Mais il faut justement saluer le départ de ce grand homme qui a été Fidel Castro, donc RIP, Rest in Peace. Et puis, c'est franchement la fin d'une époque. Chez nous, ici au Québec, cette semaine, beaucoup de gens étaient surpris par un coup de barre violent qui a été donné par le chef du PQ. Si vous vous rappelez bien, à son élection, j'avais dit ici à l'émission L'Index que comme la CAQ et le PQ sont deux vases communicants, il va y avoir une surenchère un peu identitaire entre les deux. D'ailleurs, François Lisée avait fait toute sa campagne électorale par rapport à la course au leadership sur la question identitaire, en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà, il faut respecter nos valeurs, nous allons interdire le port du voile pour les personnes d'autorité, on revient tout le temps sur cette question de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme si, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre ou aux États-Unis, puisqu'on n'exige pas cette question on ne parle pas trop de cette question du voile, je me demande est-ce que dans ces pays-là, est-ce que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est réglée ou pas? Est-ce que pour régler cette question, il faut absolument interdire le voile comme ça, pratiquement dans la sphère publique, pour accéder à cette question d'égalité entre hommes et femmes? Donc voici que François Lisée, après son élection, il a un peu semblé rassembleur, il a tendu la main à tout le monde, il a dit moi je suis maintenant chef du PQ, je dois composer avec les différentes composantes justement du parti, je dois trouver un équilibre un peu difficile entre les différents courants qui traversent le parti. Il avait demandé aux autres candidats qui étaient avec lui de rester au sein du PQ, que leurs idées allaient être respectées. Et on l'a vu aussi la semaine dernière avec le journal La Presse, où il disait que la question identitaire, c'était pas vraiment une question centrale, c'est pas la première priorité. Oui, elle est importante, mais on peut toujours attendre. Il y a plus urgent que ça. Mais voilà, il y a eu un sondage, et à mon avis, c'est ça qui a fait un peu paniquer, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une crise d'angoisse qui s'est emparée du chef du PQ, en voyant un peu sa popularité dégringoler comme ça à la vitesse de la lumière, et pourtant, il devrait être vers la hausse, puisqu'il devrait avoir, comme d'autres chefs l'ont eu, un peu une lune de miel avec les électeurs. Mais là, il n'y a ni voyage de noces, ni lune de miel, ni rien du tout. Le PQ dégringole. Et c'est bien sûr, selon le dernier sondage qu'on a eu, c'est la CAQ qui se trouve en deuxième position. Et maintenant, il faut qu'il y ait surenchère identitaire entre les deux partis. Et la surenchère identitaire entre les deux partis ne peut se terminer et ne peut avoir d'issue qu'en créant un parti carrément d'extrême droite. Parce que chacun va essayer d'aller plus loin que l'autre, et à un moment donné, ils vont se retrouver tous les deux à l'extrême, et c'est là où, justement, ça va finir. C'est un parti qui va finir par devenir carrément calqué sur les positions du Front National en France. Et ça ne sera pas une caricature ou dirigée par un hurluberlu comme on l'a vu dernièrement, celui qui voulait détruire les mosquées, etc. Non, ça sera un parti. D'ailleurs, François Legault, il nous dit, moi je n'ai pas de problème à ce qu'on me compare avec Trump. Je vous laisse deviner qui est derrière Trump, vous pouvez le voir, avec les Heil Trump et les Heil, justement la race blanche, etc. Cette surenchère identitaire, elle ne peut pas se terminer dans la rationalité
elle ne peut pas se terminer dans la modération, elle va se terminer dans l'excès et dans l'extrême. Et vous savez que la surenchère identitaire, elle est encore plus dangereuse que la surenchère religieuse, dans le sens où l'identitaire, c'est un peu... ce n'est pas une ouverture sur toutes les races, on va finalement se retrouver avec ce nationalisme ethnique. D'ailleurs, il suffit de lire et d'entendre bien dans les médias, on revient tout le temps avec le vote francophone. Et quand on parle de vote francophone, c'est juste parce qu'on ne veut pas dire le vote des Québécois de souche, blancs, etc. Et tant et aussi longtemps qu'on continuera à parler de ce vote-là comme étant un vote à part, différent, cela signifie que le Québec n'a pas trop avancé. Cela signifie que le Québec continue justement à accorder une importance excessive à ce nationalisme ethnique qui est basé strictement sur l'appartenance à une ethnie. Parce que si on voulait vraiment dépasser ce clivage, on ne parlerait plus ni du vote francophone, ni du vote anglophone, ni du vote allophone. Nous allons parler, comme le disait à une certaine époque justement le Parti québécois, même le Parti québécois de Boisclair ou des autres premiers ministres, où il nous disait essayons de célébrer la citoyenneté au lieu de parler justement de ces clivages ethniques, etc. Là, on ne parle plus de citoyenneté, là, on est en train de parler de repli identitaire. Et regardez les choses aller, et vous allez voir que ça va finir avec un parti de l'extrême droite, ici au Québec, un parti qui va avoir du succès, parce qu'il y a une mette enragée au niveau des journalistes qui est en train de pousser, et des médias et des lobbies, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les médias du mainstream, qui est en train de pousser vers cette direction-là, et surtout, avec le succès presque garanti de François Fillon en France, qui est vraiment la droite très catholique, très ancienne, enfin très traditionnelle. D'ailleurs, François Fillon, candidat de la droite, de la République française, laïque et démocratique, qui veut sauver seulement les chrétiens du Moyen-Orient, en Syrie, en Liban, etc. Les autres, ils peuvent mourir. Ça, bien sûr, il veut être le président d'un pays laïque. Et vous voyez un peu comment la religion, elle reste encore très présente un peu partout. Pour terminer, aujourd'hui, j'ai lu un article de Loïc Tassé dans le Journal de Montréal. Et Loïc Tassé, donc, il s'est donné à cœur joie. Et il a massacré le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, dans un article écrit dans un style que je trouve personnellement médiocre. C'est un article qui a été écrit dans un style de règlement de compte. Ce n'est pas du journalisme, c'est justement du militantisme. Et c'est là où le bas blesse, parce que quand on fait du militantisme, et qu'on le fait selon les règles du jeu, c'est légitime, c'est clair, c'est acceptable, c'est légitime. On n'a absolument rien à dire là-dessus. Mais quand on essaye de jouer le rôle de journaliste, et quand on essaye de dire « moi je suis là pour vous informer, pour vous donner de l'information, pour essayer de vous donner les éléments pour comprendre un peu ce qui se passe sur la scène internationale, etc. » mais qu'en même temps, en réalité, je ne suis pas en train de vous informer, je suis en train de vous intoxiquer, je suis en train de vous désinformer, ça devient malhonnête. Je parle de cet article où il nous parle de l'Organisation internationale de la francophonie et de la proposition qui a été faite par l'Arabie Saoudite de rejoindre cette organisation-là. Moi, personnellement, l'Arabie Saoudite, je m'en sacre, je m'en calisse, je m'en tabarnak. Ce pays-là, c'est un pays arriéré, c'est un pays réactionnaire, c'est un pays, appelez-le comme vous voulez. Ça ne me dérange absolument pas.
Mais en réalité, les pays membres de la francophonie ressemblent donc à 95%, pour ne pas dire à 98%, à l'Arabie Saoudite. Mais pour Loïc Tassé, il nous dit « Ah ben vous savez, comment se fait-il que le Premier ministre du Québec n'essaye pas de rejeter la candidature comme ça de l'Arabie Saoudite? Donc c'est un Saoudien, c'est parce qu'il a fait de l'argent là-bas, il cache de l'argent qu'il a gagné là-bas, etc. » Et là, ça devient n'importe quoi. Il nous dit « Bon, il ne faut pas accepter l'Arabie Saoudite parce que, justement, en matière de droits de l'homme, c'est exécrable, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes dans ce pays-là. » Enfin, tout un chapelet d'insultes, et vous savez de quoi je parle. Mais en réalité, regardons la liste des pays qui sont aujourd'hui membres de la francophonie. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui aussi dans les médias que le Canada, le Québec, ont proposé, avant d'accepter bien évidemment la candidature de l'Arabie Saoudite, d'aller vérifier sur le terrain la situation des droits de l'homme dans ce pays-là. Vous savez qui sont les deux autres pays qui ont demandé à être justement, à aller vérifier sur le terrain la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite? Le Tchad et le Burkina Faso. Donc si le Tchad et le Burkina Faso sont des pays démocratiques et où les droits de l'homme sont respectés, c'est qu'on n'a pas la même définition des droits de l'homme. Est-ce que le Burundi, c'est un pays où les droits de l'homme sont respectés? Est-ce que le Gabon, c'est un pays où les droits de l'homme sont respectés? Citez-moi, prenez la liste des pays de la francophonie, à part le Canada, la Suisse, la Belgique et la France, bien évidemment. Prenez ces pays-là et regardez-les. Et vous allez voir d'abord, pour les pays africains, prenez ces pays-là et comparez-les avec la liste des PMA, de ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Vous allez voir que c'est la même liste qui se retrouve là, qui sont membres de la... Et d'ailleurs, en 2010, au Burkina Faso, il y a eu un article qui a été publié à l'occasion justement de la tenue d'un sommet de l'EIF là-bas, et il disait que finalement la francophonie c'est quoi? Ce n'est qu'un instrument pour servir les intérêts de la France. C'est un autre moyen pour continuer à avoir la même mise sur l'Afrique, c'est un autre moyen pour continuer à piller les richesses de l'Afrique et de ces pays qui sont bien évidemment dirigés par des dictatures et des dictateurs à la solde de la France. Et il suffit de voir ce qui se passe au Gabon récemment, où des élections ont été truquées, où le président est là depuis belle lurette, et qu'il est soutenu aussi par la France. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Regardez tous ces pays-là. Et tous ces événements-là, toute cette... je dirais tout ce magma-là de magouille, de médiocrité, de corruption, de dictature, de dédain pour tout ce qui est liberté, démocratie, valeurs démocratiques, droits humains, etc. Tout ce dédain-là, tous ces pays-là qui s'en foutent, mais alors là, des droits de l'homme, comme de leur première cigarette, Loïc Tassé, il ne les voit pas, il ne voit que l'Arabie Saoudite. Mais en réalité, à travers l'Arabie Saoudite, et c'est ça où on sent le racisme de certains, c'est parce que il faut tirer justement sur tout ce qui est arabe, sur tout ce qui est musulman. C'est ça l'intérêt numéro un. Est-ce que l'Égypte du général Sissi est un pays des droits de l'homme? Je ne le crois pas. Est-ce que le Liban, qui est déchiré encore aujourd'hui, est-ce que c'est un pays des droits de l'homme? Même si ces gens-là parlent français. Donc quand vous voyez, lorsque le militantisme prend le dessus sur le professionnalisme, eh bien ça finit dans la médiocrité. Et ça finit dans le mensonge, et ça finit dans la désinformation. Sur ce, je vous dis merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale.
L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne